lorsque croyance et savoir s'opposent. Nous savons que nous allons mourir, mais nous ne le croyons pas. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Et aujourd'hui, je salue Maria Fossa du Brésil, qui s'est abonnée à ma chaîne hier. Alors voilà, merci Maria, c'est plaisant, en provenance du Brésil. Alors cette petite introduction sur le savoir de la mort, ce savoir-là parfaitement inutile, qui semblerait peut-être nous aider à mourir de prime abord, mais qui en fait est probablement impuissant. Et je sais que moi, je m'adonne à ce petit exercice d'imaginer qu'aujourd'hui, c'est ma dernière journée sur la Terre. Et c'est peut-être le cas, mais je n'y crois pas. Alors tout prend une nouvelle couleur, une nouvelle résonance, je dirais. Je ne regarde pas les choses de la même manière, je n'écoute pas le vent de la même manière. Même les bulletins de météo, qui sont généralement inintéressants, tout à coup prennent une dimension, un relief nouveau. Et j'ai eu longtemps ce projet de réhabiliter les masques mortuaires. Tradition qui n'existe plus, hein, comme vous le savez. Et j'ai même eu le projet de faire un numéro de ma revue, la compagnie à numéro, consacré à la mort, et où nous aurions mis en scène les écrivains participant à ce numéro sur leur lit de mort, et nous aurions fait également un plâtre de leur visage que nous aurions photographié et mis dans la revue. Mais il y avait beaucoup de résistance. On trouvait le projet trop lugubre. Mais bon. Alors tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous lis la visite de Victor Hugo sur le lit de mort d'Honoré de Balzac. Un lit était au milieu de cette chambre, un lit d'acajou, ayant aux pieds et à la tête des traverses et des courroies qui indiquaient un appareil de suspension destiné à mouvoir le malade. Monsieur de Balzac était dans ce lit, la tête appuyée sur un monceau d'oreiller auquel on avait ajouté des coussins de damas rouge empruntés au canapé de la chambre. Il avait la face violette, presque noire, inclinée à droite, la barbe non faite, les cheveux gris et coupés courts, l'œil ouvert et fixe. Je le voyais de profil, et il ressemblait ainsi à l'empereur. Une vieille femme, la garde, et un domestique se tenaient debout, des deux côtés du lit. Une bougie brûlait derrière le chevet sur une table, une autre sur une commode près de la porte. Un vase d'argent était posé sur la table de nuit. Cet homme et cette femme se taisaient avec une sorte de terreur et écoutaient le mourant râler avec bruit. La bougie au chevet éclairait vivement un portrait d'homme jeune, rose et souriant, suspendu près de la cheminée. Une odeur insupportable s'exhalait du lit. Je soulevai la couverture et je pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressai. Il ne répondit pas à la pression. C'était cette même chambre où je l'étais venu voir un mois auparavant. Il était gai, plein d'espoir, ne doutant pas de sa guérison, montrant son enflure en riant. Nous avions beaucoup causé et disputé politique. Il me reprochait ma démagogie. Lui était légitimiste. Il me disait « Comment avez-vous pu renoncer avec tant de sérénité à ce titre de pair de France, le plus beau après le titre de roi de France ?» Il me disait aussi « J'ai la maison de monsieur de Beaujon, moins le jardin, mais avec la tribune sur la petite église du coin de la rue. J'ai là, dans mon escalier, une porte
qui ouvre sur l'église. Un tour de clé, et je suis à la messe. Je tiens plus à cette tribune qu'au jardin. Quand je l'avais quitté, il m'avait reconduit jusqu'à cet escalier, marchant péniblement, et m'avait montré cette porte, et il avait crié à sa femme, « Surtout, fais bien voir à Hugo tous mes tableaux. » La garde me dit, « Il mourra au point du jour. » Je redescendis, emportant dans ma pensée cette figure livide. En traversant le salon, je retrouvai le buste immobile, impassible, altier et rayonnant vaguement, et je comparai la mort à l'immortalité. Rentré chez moi, c'était un dimanche, je trouvai plusieurs personnes qui m'attendaient, entre autres Riza B., le chargé d'affaires de Turquie, Navater, le poète espagnol, et le comte d'Arrivebene, proscrit italien. Je leur dis, « Messieurs, l'Europe va perdre un grand esprit. » Il mourut dans la nuit. Il avait 51 ans. On l'enterra le mercredi. Il fut d'abord exposé dans la chapelle Beaujon, et il passa par cette porte dont la clé était à elle seule plus précieuse que tous les jardins paradis de l'ancien fermier général. Giraud, le jour même de sa mort, avait fait son portrait. On voulait faire mouler son masque, mais on ne le put, tant la décomposition fut rapide. Le lendemain de la mort, le matin, les ouvriers mouleurs qui vinrent trouvèrent le visage déformé et le nez tombé sur la joue. On le mit dans un cercueil de chêne doublé de plomb. Le service se fit à Saint-Philippe-du-Roule. Je songeais, à côté de ce cercueil, que c'était là que ma seconde fille avait été baptisée, et je n'avais pas revu cette église depuis ce jour-là. Dans nos souvenirs, la mort touche la naissance. Le ministre de l'Intérieur, Baroche, vint à l'enterrement. Il était assis à l'église près de moi, devant le catafalque, et de temps en temps, il m'adressait la parole. Il me dit, « C'était un homme distingué. » Je lui dis, « C'était un génie. » Le convoi traversa Paris et alla par les boulevards au Père-Lachaise. Il tombait des gouttes de pluie quand nous partîmes de l'église et quand nous arrivâmes au cimetière. C'était un de ces jours où il semble que le ciel verse quelques larmes. Je marchais à droite, en tête du cercueil, tenant un des glands d'argent du poêle, Alexandre Dumas de l'autre côté. Quand nous parvîmes à la fosse, qui était tout en haut sur la colline, il y avait une foule immense. La route était âpre et étroite. Les chevaux avaient peine en montant à retenir le corbillard qui recula. Je me trouvais pris entre une roue et une tombe. Je faillis être écrasé. Les spectateurs qui étaient debout sur le tombeau me hissèrent par les épaules. Près d'eux, nous fîmes tout le trajet à pied. On descendit le cercueil dans la fosse, qui était voisine de Charles Nodier et de Casimir de la Vigne. Le prêtre dit la dernière prière, et je prononçai quelques paroles. Pendant que je parlais, le soleil baissait. Tout Paris m'apparaissait au loin, dans la brume splendide du couchant. Il se faisait presque à mes pieds des éboulements dans la fosse, et j'étais interrompu par le bruit sourd de cette terre qui tombait sur le cercueil. Et voilà. Ouais, deux grands génies, hein? Victor Hugo, Honoré de Balzac. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, profitez de cette belle journée. Vous êtes vivants. Ne mettez pas votre masque mortuaire pendant que vous êtes vivant, comme beaucoup le font. Hein? Tous ces visages, tous ces masques impassibles, justement, que nous croisons partout. Ces êtres déjà à demi-morts, ne soyez pas l'un d'entre eux. Sortez hors du rang des zombies, n'est-ce pas? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Béla Longtemps. Vous avez envie de me lire un peu. J'écris brièvement parce que je ne sais pas taper. Et oui, je ne sais pas taper. Je tape avec un doigt lourd et gourd. Sur ma page Facebook, vous pouvez me téléphoner dans ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le livre ancien et d'occasion, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, tout à côté du cimetière, où
il fait bon vivre. Plutôt, là où il fait bon se balader. Allez, merci et bonne journée.